La datcha était féerique ce soir, un vrai décor de film. Elle me faisait rêver, voyager, retomber dans une enfance que je n'avais pas eue. Des larmes de joie montèrent. J'enroulais mes bras autour de mes jambes, submergée par la beauté des lieux. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, notre bibliothèque vagabonde fait halte dans le cadre magnifique du domaine de Montmarin, aux jardins extraordinaires, au bord de la Rance, face à Saint-Malo. Saint-Malo, où est né et où réside notre invité. Bonsoir Agnès Martin-Lugan, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons le plaisir d'être accueillis ici à l'intérieur de cette malouinière qui appartient à la même famille depuis près de 140 ans, de façon exceptionnelle. Personne ne rentre ici. Les malouinières étaient les lieux de villégiature des armateurs à Saint-Malo au XVIIIe siècle. Et si nous avons choisi ce lieu, c'est justement à cause de votre dernier livre, La Datcha, qui est publié chez Michel Lafon. Votre roman dans lequel une maison de famille, qui est aussi un hôtel, est finalement le personnage principal de ce livre. Comment l'avez-vous imaginé ? Alors, effectivement, c'est le personnage principal du roman, au bout du compte. Alors, le contexte de l'hôtel, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête déjà depuis plusieurs années, mais la rencontre n'était pas opérée entre l'hôtel et les précédents personnages de mes anciens romans, on va dire. Et c'est vrai que quand l'hôtel est revenu, immédiatement, en fait, trois des personnages principaux, Jo, Hermine et Macha, se sont imposés à moi de la même manière. Et j'ai réalisé que voilà, ça y est, je l'avais, ce roman, qui devait se passer dans un hôtel et qu'au-delà de ça, je voulais raconter l'histoire d'un lieu. Alors, cette datcha, donc, elle porte un nom russe, mais l'histoire se passe dans le Luberon. Oui. Vous, la Malouine, c'est une région qui vous est chère. Qu'est-ce qui vous plaît là-bas ? On va dire que c'est mon lieu refuge à moi aussi. C'est l'endroit où je passe toutes mes vacances. Donc, je connais très, très bien le Luberon. Et je ne vais pas envoyer des personnages dans un endroit, une région, une ville que je ne connais pas. J'ai besoin d'avoir vécu des expériences sensorielles, les odeurs, les sons, le climat, pour pouvoir en parler dans un roman. Alors, pour revenir à l'histoire de la datcha, vous nous invitez donc à rencontrer Hermine, vous l'avez cité. Donc, c'est une jeune femme qui est un petit peu perdue, qui est privée de famille et finalement qui va se construire dans cet hôtel où elle arrive par hasard, alors qu'elle est âgée d'une vingtaine d'années. Elle devient femme de chambre et ensuite elle va prendre plus de responsabilités. Elle va surtout trouver une famille de cœur. Pourquoi cette capacité de l'individu à se reconstruire ? C'est un thème qui vous est cher dans vos romans. Alors, je crois que ce n'est pas forcément étranger à mon premier métier de psychologue clinicienne. J'ai un intérêt profond pour tous les mécanismes du cœur, de l'âme, de l'inconscient, et du coup de toujours m'interroger aux réactions finalement que les êtres humains peuvent avoir face à une épreuve et comment ils vont rebondir et qu'est-ce que ça va pouvoir modifier par rapport à eux-mêmes et par rapport à leur rapport aux autres. C'est un thème donc, qui vous est cher et qui est aussi cher à vos lecteurs puisqu'ils sont très nombreux. Vous figurez pour la 4e année dans le palmarès des 10 best-sellers établis par l'Express et vous êtes publié dans une 50aine de pays alors que vous avez commencé par l'auto-édition, c'était il y a 11 ans. Comment expliquez-vous que vous avez rencontré ce public ? Alors, je cherche surtout à ne pas me l'expliquer. Ça mettrait trop de pression ? Non, mais je ne veux pas intellectualiser finalement tout ça, parce que ça reste de l'ordre du merveilleux, de la surprise. Quand je me suis auto-éditée, jamais je n'aurais pu imaginer tout ce qui allait se passer les 10 années qui vont suivre. Après, ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est la sincérité, c'est qu'il faut que je porte les histoires en moi et de pouvoir moi-même me projeter dans mon personnage principal. Il faut qu'il y ait une fusion qui s'opère entre elle et moi et que finalement je m'efface au profit du personnage principal et je pense que c'est ça que les lecteurs voient et c'est ce qui les touche aussi. C'est le moment maintenant d'ouvrir le tiroir des jeunes lecteurs pour lesquels vous n'avez pas encore écrit. Non, pas encore. Votre histoire se tisse au sein d'une famille de cœur où l'on sent l'importance des grands-parents dans la construction des enfants. Le dernier album des Bretonnes Sandra Le Guen et Maureen Poignonnec propose justement un bel hommage à ce lien avec Tortue Express, publié chez Little Urban, quand on sent qu'avec ses grands-parents, le temps est un peu plus lent et si précieux justement. Votre métier de psychologue clinicienne vous a conduit à vous intéresser à la petite enfance et voici certainement des livres que vous auriez pu conseiller dans les crèches par exemple. Chez Casterman, c'est encore Sandra Le Guen, mais cette fois accompagnée d'Audrey Caléja qui propose une collection Les petites étapes de ma grande vie avec des livres pour accompagner les apprentissages essentiels comme l'arrêt de la tétine avec Barnabé qui devient pour l'occasion un pirate bien courageux ou Paulette qui se familiarise avec le pot
Un grand jour qui mérite bien d'enfiler ses plus jolies chaussettes. Et enfin, toujours pour les plus jeunes, cet imagier des bonheurs de la journée de Petit Ours, tous ces petits moments de la vie qui pour un enfant sont autant d'occasions de grandir, s'habiller avec papa, boire son lait en renversant sur le pantalon, sauter dans les flaques ou profiter de la dernière histoire du soir, une publication des Petites Bulles Éditions, signée Laura Désiré-Pozzi et Ingrid Chabert. Alors Agnès Martin-Lugan, quelle place tenait la lecture dans votre enfance ? Très petite. J'ai mis très longtemps à aimer lire. Finalement, il a presque fallu attendre mes années lycée ou mes années d'étudiante pour que je lise par plaisir et non par contrainte, en fait. Et le premier livre qui vous est marqué, vous en avez le souvenir ? Il y en a eu... il y en a quelques-uns comme ça qui ont jalonné mon adolescence et mon enfance. Un des premiers qui m'a embarquée dans un autre monde, je crois que, ça c'est plus à l'adolescence, au lycée, c'est le Fanfan d'Alexandre Jardin, et puis après tous ceux qui ont suivi un peu plus tard, mais là je saute quand même quelques années, il y a toutes les chroniques de San Francisco où là j'ai vraiment eu le sentiment de devenir accro à la lecture en fait. Poursuivons les confidences avec notre grimoire qui se trouve ici, je vous laisse l'attraper. Vous allez l'ouvrir et y trouver quelques petits mots que je vous invite à piocher. Oui. Silence aux musiques. Musique indispensable dans mon écriture. Je n'écris qu'en musique et chaque scène a son morceau. Et vous fournissez même la BO de votre livre qu'on peut trouver sur les sites de streaming. Oui, J'en mets un petit extrait. Oui. Celui-ci, par exemple. Oui, donc Djelem des Barcelona Gypsy. C'est une musique, ce morceau-là, en fait, je l'ai écouté pour écrire la scène de la fête, le soir de l'enterrement de Jo. Voilà. Vous avez besoin de ces ambiances pour... C'est indispensable. Il faut toujours qu'il y ait l'alchimie qui se crée finalement entre le morceau et ce que je veux mettre dans la scène, les émotions que va traverser mon personnage ou mes personnages. Et tant que je n'ai pas le bon morceau, je n'arrive pas à écrire, ou alors ce que j'écris finit fatalement à la poubelle, en fait. Alors, je vous laisse piocher le petit papier suivant. Alors, écrire où et quand ? Alors, où dans mon bureau et uniquement dans mon bureau. Je ne fais pas partie des auteurs qui écrivent aux terrasses des cafés ou à droite à gauche. Non, j'ai besoin de m'enfermer, en gros, une fois que les enfants sont partis à l'école à 9h dans mon bureau. Et évidemment, je ressors pour différentes petites choses dans la journée, mais ma journée d'écriture peut se poursuivre jusqu'à 1h ou 2h du matin. J'ai besoin vraiment de grandes plages d'écriture. Pendant plusieurs mois. Voilà. Je m'enferme dans mon bureau pour 4 mois, voire plus encore. Bon, on poursuit. Qui dirige l'histoire ? Moi, je dirais que je la lance, l'histoire. Je la lance et je laisse ensuite les personnages prendre le pouvoir. Enfin, pour moi, c'est une utopie de croire que je suis la marionnettiste toute puissante et que je décide de tout. Non parce qu'ils me surprennent, particulièrement les personnages secondaires, parce que je suis tellement dans la tête et dans le regard de mon personnage principal que je vois comme elle et je ressens comme elle. Et comme dans la vraie vie, je me fais surprendre par les autres. Nous faisons surprendre par les autres. Merci pour toutes ces confidences. On va ouvrir maintenant le tiroir des libraires et c'est Mélanie Chenet de la droguerie de Marine dans le quartier de Saint-Servant-à-Saint-Malo qui nous confie son coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est The White Darkness de David Grann, qui est publié aux éditions du Sous-Sol. C'est l'histoire absolument incroyable et vraie de Henry Worsley, qui est un militaire britannique, qui dans les années 2000 en fait a voulu refaire l'expédition de Shackleton, qui a essayé au début du XXe siècle d'atteindre en vain le pôle Sud. Donc en fait, David Grann, qui est reporter au New Yorker, nous embarque dans une histoire absolument incroyable. Ça se lit comme un roman. On ne peut pas le lâcher une fois qu'on a commencé. Et on vit avec cet homme qui a faim, qui a froid, et qui est comme ça confronté à cette obsession de vouloir refaire l'expédition Shackleton. Poursuivons avec notre rubrique 4e de couverture, l'occasion pour nous de découvrir un nouvel auteur breton, Étienne Longueville. Il nous présente son tout premier roman publié aux éditions Philippe Ray. Vous allez voir, c'est très ancré dans la réalité et dans l'actualité bretonne.
Alors, je suis Étienne Longueville, j'ai 33 ans, je vis à Saint-Brieuc. J'ai coécrit Boza avec Ulrich Cabrel l'an dernier et je viens présenter Le pouvoir des braves, un roman autour de l'histoire de l'usine de masques de Plaintel qui est publié aux éditions Philippe Ray. Alors, c'est l'histoire de Paul, qui est l'un des derniers ouvriers de l'usine et qui va raconter de l'intérieur la fin de l'usine, le management de la multinationale et la découpe des machines. Et dans sa vie personnelle, il vit un moment particulier. Les enfants sont partis, sa femme sort le soir, il ne sait pas vraiment où. Et lui va rejoindre les ronds-points des Gilets jaunes. Il va faire la rencontre de personnages truculents, notamment d'une femme qui va le chambrer, le défier et le pousser à se battre pour la réouverture de son usine. J'ai voulu comprendre comment une usine bretonne, où des ouvriers ont produit 250 millions de masques par an, a pu fermer dans l'indifférence générale quelques mois avant le début de la pandémie. Et puis surtout, j'ai voulu raconter comment du chagrin est né l'espoir. Des femmes et des hommes ont travaillé sur des projets de réouverture, l'un porté par un investisseur, l'autre sous forme de coopérative. Et donc ce sont deux projets de réouverture qui présentent des visions de reconstruction, une alternative. Et donc c'est un roman joyeux et optimiste qui donne corps à l'idée du monde d'après. Trop de bons moments s'envolent. Mes souvenirs ne comptent pas dans leurs calculs financiers et leur quête du profit, mais je ne laisserai pas les adeptes du nouveau monde me les voler. Au diable leur mobilité, moi, je veux rester. Voilà pour ce nouveau roman. Et vous, Agnès Martin-Lugan, quel livre fétiche avez-vous choisi de confier à la Bibliothèque Vagabonde ? Alors, près de la Rance, en face de Saint-Malo, c'est pas très original, mais c'est Messieurs de Saint-Malo. Je crois que du jour où je l'ai lu, enfin là je ne compte même plus le nombre de fois où je l'ai lu, forcément il me touche parce qu'il est question de l'histoire de Saint-Malo, mais finalement c'est aussi l'histoire d'une famille, pour moi c'est la saga historique familiale par excellence et il y a tout en fait pour moi dans ces Messieurs de Saint-Malo. Il y a l'histoire, il y a l'aventure, il y a de l'amour, il y a des conflits. Et en tant que passionnée de romans historiques, je ne pouvais que vous confier ces Messieurs de Saint-Malo. Voilà, je vous laisse le glisser. Merci beaucoup Agnès Martin-Lugan d'avoir accepté notre invitation. Merci, je rappelle le titre de votre roman La Datcha, publié chez Michel Lafon, 9e roman d'une longue série. Merci aussi aux propriétaires du domaine de Montmarin pour leur accueil très chaleureux. Prochaine halte de la Bibliothèque Vagabonde, ce sera le 11 juin avec Xavier Muller, un écrivain scientifique qui nous entraîne dans un roman d'anticipation. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. À présent, les spectateurs d'Iroise retrouvent le journal local et moi, le temps d'un générique, je vous donne rendez-vous pour votre supplément d'art. À tout de suite.